On va débuter tranquillement avec l'introduction pendant que de nombreuses personnes sont en train de se connecter. Je vais vous partager mon écran. On y est. Ben voilà, les 10 révélations de 2020. On va faire une espèce de décompte de ce que la pandémie de la COVID-19 nous a appris cette année. On a appris plein de choses. En fait, je crois qu'il faut avoir les yeux fermés pour ne pas tirer de leçons de ce qu'on a vécu. Puis on pensait que c'était une belle situation comme ça à l'approche de la moitié de l'année 2020 pour faire un petit bilan de janvier jusqu'à aujourd'hui. Ici Fabien Major, je suis content de vous accueillir et je suis l'associé principal de Major Gestion Privée, équipe Major Gestion Privée. Donc, les révélations de l'année 2020, il y en a que vous allez peut-être avoir, vous avez repéré et il y en a, je suis sûr, ça va être des découvertes. On a des invités vraiment passionnants aujourd'hui. D'abord, nos deux têtes d'affiche, ce sont deux gestionnaires professionnels qui ont vu de l'eau couler sous les ponts. Jean-Philippe Bry est gestionnaire de l'équipe Signature et Richard Jenkins, il est le PDG de Black Creek Investment. Ça fait à peu près 3 décennies qu'ils gèrent des capitaux. Ils en ont vu des crises. Alors, on est très, très, très choyés de les avoir parmi nous aujourd'hui, messieurs, Jean-Philippe Bry et Richard Jenkins. Nous allons aussi avoir de grandes vedettes qui, là, ont l'air un peu surpris, pour ne pas dire ébahis de leur présence, mais en fait, c'est qu'ils ne sont pas là réellement, ils sont personnifiés par François Maranda. François Maranda, qui est un jeune homme plein de talent, il est animateur, il est également bon chanteur, je l'ai entendu faire des imitations. Il est également comédien, acteur. On l'a vu dans quelques publicités à la télé, notamment Bel Air Direct. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est surtout le fait que François, dans l'émission de Polo au 985 FM, fait des imitations à se rouler par terre. Et pour alléger l'atmosphère, parce que les vacances s'en viennent, il y a un autre congé qui va débuter cette semaine, je voulais que vous puissiez entendre les personnages de François qui expliquent justement leurs petits et gros tracas face à la chose financière, face à leurs finances personnelles. Mais aussi, il y a une autre raison sous-jacente à ça. Vous savez, dans les services essentiels, bien, on a catégorisé les métiers. C'est dur à dire, mais certains ont été écartés, notamment les artistes. Alors, on fait un petit peu notre part, justement, pour les artistes et on pense à eux et on sait que ça n'a pas été une période facile pour vous. Donc, on va débuter avec une petite réflexion aujourd'hui. C'est un psychologue, Jack Corfield. Il a dit, si tu parviens à rester assis dans le silence après avoir appris une mauvaise nouvelle, si lors d'un retournement de fortune, tu demeures complètement calme, si tu peux joyeusement manger tout ce qui est mis dans ton assiette, si tu peux courir toute la journée et t'endormir le soir sans avoir besoin d'un verre d'alcool ou d'une pilule, tu es capable d'éprouver de la satisfaction, quel que soit l'endroit où tu te trouves, eh bien, tu es probablement un chien. Oui, parce qu'on ne peut pas rester de marbre, on ne peut pas rester insensible avec justement l'effet de la pandémie et tout ce que ça a chamboulé dans notre économie, dans notre quotidien et aussi des proches. On était inquiets, on est peut-être encore aussi inquiets pour des proches, pour nous-mêmes, si jamais on a une santé moindrement fragile ou on est dans le groupe identifié comme étant plus fragile. Bien, ici, vous avez quelqu'un qui est joyeux du matin au soir, c'est ni plus ni moins que notre mascotte, Monsieur Émile. Monsieur Émile qui se tient toujours à 2 mètres, moi et José. C'est 2 mètres, bien, c'est comme ça. C'est à peu près son seul souci face au confinement. Il s'est aperçu que ses maîtres étaient là beaucoup plus souvent. Et si je vous parle en entrée de jeu de M. Émile, c'est que M. Émile, avec justement les révélations, c'est que il y a 2 systèmes de pensée. Notre cerveau a un système de pensée rapide, comme M. Émile, et il y a aussi la pensée lente. Ça, il ne l'a pas, lui. Mais nous, on l'a. Et le rôle d'un conseiller de planificateur est de vous guider vers la pensée lente. Bien, la pensée rapide, je vous résume un peu ce que c'est. La pensée rapide, bien, c'est automatique, c'est intuitif, c'est émotif. Et l'option par défaut pour traiter l'information, c'est on aime ou on n'aime pas. C'est comme ça. Et les exemples, on entend quelqu'un parler, juste le ton de sa voix peut nous dire si c'est quelqu'un dont on doit être méfiant.
on évalue la distance d'un objet par rapport à un autre. Là. On a donc ce qu'on appelle le système D. C'est rapide, intuitif, pratique, automatique, c'est émotionnel. La pensée lente, ça, c'est ce qui caractérise l'humain. Il y a une intention derrière, c'est de la déduction, c'est de la logique. Et comme ça exige un effort, bien, on préfère souvent le système 1, la pensée rapide. Exemple, se stationner dans un espace étroit, multiplier plusieurs nombres mentalement ou encore choisir ses investissements en temps de crise. Mais c'est là qu'on peut vous guider parce que la pensée lente, c'est celle qui regarde loin. La pensée rapide, c'est notre cerveau reptilien qui dit « sauve-toi, il y a un danger ». Mais dans une crise économique où on est en sécurité, on a des capitaux, on a de quoi manger, on est au chaud, on a un toit, bien, la pensée rapide, elle n'est pas toujours la meilleure pensée pour nous aider, pour nous guider. Donc, les révélations de 2010, le terme mondialisation, vous avez déjà entendu parler de ça, je suis convaincu, hein, ça correspond à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes, des techniques, de l'information. Et ça a été vraiment la mode dans la dernière décennie, même celle avant, où les pays essayaient de faire un genre de libre-échange mondial. Le gestionnaire Richard Jenkins est un de nos gestionnaires les plus appréciés. Il a plus de 3 décennies d'expérience dans la gestion valeur pure. Il est président, chef de la direction de Black Creek Investment. Il nous fait le plaisir d'être avec nous et nous explique ce que la crise du coronavirus a révélé d'important. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à vos questions. La plus grande question, c'est la relation entre cette période de pandémie. En avance de répondre à cette question, j'aimerais parler un petit peu de notre stratégie et notre fonds international. Comme vous savez, ce fonds international, c'est un fonds complémentaire jusqu'aux investissements aux Amériques du Nord. Par exemple, s'il y a des investisseurs qui ont des fonds canadiens ou les fonds américains, notre fonds qui investit dans les compagnies au dehors de l'Amérique du Nord, c'est un fonds complémentaire. Donc, notre stratégie reste encore la même depuis longtemps. Notre stratégie, c'est de focuser sur les compagnies qui sont chefs de file dans leur secteur respectif. Chefs de file et les compagnies qui gagnent leur part de le marché. Et finalement, notre stratégie, c'est un fonds diversifié par industrie et géographie autour du monde, mais sans doute au dehors d'Amérique du Nord. Donc, à la question, les révélations dans la pandémie. C'est une question très dure à ce moment, et peut-être c'est un peu plus tôt pour répondre à cette question. Mais à mon avis, entre la crise financière globale en 2008-2009 et ici, la pandémie, je pense que c'est la fin de l'époque de globalisation. C'est aussi la fin de la période de réduction du taux d'intérêt. Et c'est très, très important pour les investisseurs de trouver des compagnies avec les vents dans le dos pour trouver des compagnies avec un bon futur dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire fin d'une période? Comme vous savez, nous avons entré cette période avec des taux d'intérêt presque 15%, 17%, 12%. Et maintenant, le taux d'intérêt, c'est presque zéro. C'est pas possible d'avoir une réduction de taux d'intérêt de 15% quand on commence cette période avec le taux d'intérêt de zéro. Aussi, nous avons eu une globalisation autour du monde et ça, c'est très, très difficile maintenant pour justifier avec les problèmes d'environnement, les problèmes de chômage et aussi les problèmes de l'endettement du gouvernement autour du monde. Ça, c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes en train d'entrer une période, une époque de régionalisation des échanges et pas une période de libre-échange. Aussi, les gouvernements doivent imprimer de la monnaie pour créer l'inflation, pour effectivement réduire leur niveau d'endettement.
C'est très, très important pour les investisseurs de trouver les compagnies qui peuvent prendre les opportunités dans cette période, qui peuvent avoir, comme j'avais dit, le vent dans le dos dans cette situation. Par exemple, je cherche les leaders autour du monde, les chefs de file dans leur secteur respectif, qui sont des compagnies avec des produits qui sont très, très bons pour l'environnement, qui fait les produits où les consommateurs doivent choisir ces produits dans cette situation. C'est très, très important. C'est aussi important pour trouver les compagnies qui ne sont pas dans le cible des gouvernements, dans la situation des luttes entre les situations des échanges. Comme vous savez, il y a des problèmes entre les États-Unis et la Chine maintenant. Il y a des problèmes entre les États-Unis et aussi en Europe. Il y a des problèmes entre plus de grandes régions. En même temps, il y a des situations de libre-échange dans les régions. Ce sont des situations comme ASEAN en Asie, Mercosur en Amérique du Sud, le nouveau NAFTA ici en Amérique du Nord, et aussi il y a des forts efforts en Europe pour créer des libres-échanges dedans les régions. Et ça, c'est pour moi les opportunités pour les investissements autour du monde. Ça, c'est notre avis de cette situation. Ce n'est pas le pire, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un siècle, la fin d'une époque de globalisation, de réduction des taux d'intérêt et au niveau d'une inflation moins élevée. Merci pour votre fidélité, pour votre attention. Et si vous avez des questions, posez à moi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Richard. Alors, vous avez compris que vous pouvez adresser les questions à votre conseiller qui vous a invité, le conseiller de l'équipe majeure gestion privée. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir les réponses de Richard. Si ce n'est pas aujourd'hui, ben, ce sera un petit peu plus tard. De Toronto, on retourne à Montréal en direct du studio 42. Prochainement à l'émission Découverte, il y a Charles Tisser. Oui, vous nous ferez l'honneur de décrire, M. Tisser, le client moyen de majeure gestion privée. C'est un mammifère plutôt étonnant. Effectivement, Fabien. Ce soir, à Découverte, nous découvrirons ensemble ce mammifère fascinant, parfaitement adapté à la jungle économique, qui se défend très bien contre les prédateurs redoutables que sont les loups de Wall Street et les requins de la finance. Fascinant que ce Majorus Arrestus, qui parvient à éviter les pièges et menaces de ses ennemis naturels, grâce à la planification stratégique, il est à même de déjouer les mauvais coups du Morneau d'Ottawa, un rapace qui vise les poches des bipèdes contribuables. Ayant le flair des affaires immensément développé, le Majorus Arrestus sait toujours dénicher la bonne terre fertile en rendement, tout comme il sait trouver refuge adéquat en prévision d'intempéries boursières. La semaine prochaine, à Découverte, nous découvrirons ensemble un espace mystérieux, encore trop peu exploré, où l'homme n'a presque pas posé les pieds. Je parle bien sûr du centre Vidéotron. Oh là là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde au centre Vidéotron. Bien, merci, M. Tisser. Maintenant, autre révélation de 2020. Le fonds d'urgence, ce n'est pas un luxe, autant pour un gouvernement que pour un individu. Ça fait les manchettes dans certains journaux. Ici, le droit d'Ottawa, c'est une chose que la crise actuelle a pu démontrer. En finances personnelles, c'est l'importance de pouvoir disposer d'un fonds d'urgence, surtout lorsqu'on perd son emploi et du jour au lendemain, nos revenus fondent comme neige au soleil. Ben, c'est la conseillère en sécurité financière et également en épargne collective, Frédéric Poirier, qui nous parle justement du fonds d'urgence qui est vraiment devenu essentiel. C'est essentiel, en effet, d'avoir un fonds d'urgence. On a besoin d'avoir des liquidités accessibles rapidement et facilement qui ne seront pas affectées par la volatilité des marchés si jamais on devait faire face à une dépense imprévue ou encore à une perte d'emploi ou une perte de revenus due à la maladie. Donc, on vise à avoir de 3 à 6 mois de nos dépenses habituelles ou sinon, ça peut être aussi de 3 à 6 mois de notre revenu habituel selon ça avec quoi on est le plus à l'aise
pour éviter de s'endetter, pour éviter de chambouler complètement notre plan financier en allant piger dans les sommes qui sont destinées à notre futur, à long terme. Puis finalement, bien, ça nous évite aussi d'être stressés, aussi simple que ça. Donc, c'est la portion là, qui va être strictement défensive de notre plan. Puis ça ne veut pas dire qu'elle ne doit rien rapporter. Donc, là, en ce moment, c'est sûr que les taux d'intérêt sont assez nuls, mais il y a quand même des avenues intéressantes qu'on peut considérer. Donc, il y a les fameux comptes à intérêt élevés. Il y a un super site qui nous expose là, les taux qui sont proposés par différentes banques canadiennes. Ça nous montre aussi lesquels sont disponibles au Québec, parce que des fois, on va avoir un beau site en français, mais le Québec ne sera pas éligible à ces comptes-là, donc il faut vérifier. On peut voir aussi c'est quoi les frais de transaction, les modalités de retrait, parce qu'on sait bien beau avoir un compte d'intérêt élevé, mais si on ne peut pas retirer plus que 3 000 $ à chaque fois, bien, ça peut être un peu contraignant. Donc, il faut vérifier ces éléments-là. Puis, on peut aussi vérifier la couverture. Donc, est-ce que c'est couvert par la SADC? Est-ce que c'est couvert par d'autres entités provinciales par rapport là, au dépôt qu'on met? Donc, on peut tout vérifier ça sur un site que vous allez voir dans quelques instants. Puis là, vous voyez si le compte est disponible au Québec, les taux qui sont proposés. Il faut le visiter une fois de temps en temps pour voir les offres du moment, mais c'est assez détaillé. Donc, ensuite, en vous rendant directement sur les sites des banques, là, on voit, là, il y a LBC Digital, ça, c'est la banque laurentienne, sa plateforme numérique qui offre un taux de 2,05. Ça, c'est couvert par la SADC. Sinon, il y a People's Trust, qui est une banque de Colombie-Britannique qui nous offre 2 puis tout ça, c'est disponible au Québec. Là, vous en voyez d'autres plus communes comme Alterna, qu'on connaît de plus en plus au Québec. Puis sinon, dans les autres options qu'on a, bien, qui peuvent rapporter un peu plus que ces fameux comptes-là, intérêts élevés, c'est les fonds d'obligations canadiens à court terme. Il y en a un, entre autres, là, qui est assez intéressant, qui est offert par Fidelity. Lui, sur 10 ans, pour vous donner là, un ordre de grandeur, il a généré en moyenne 1,94 %. Donc, déjà là, c'est pas mal plus élevé que les 0,25, 0,3 qu'on peut voir présentement avec nos banques. C'est sûr qu'il peut y avoir des petits replis qu'on n'a pas avec les comptes à intérêt élevés. Reste que c'est assez stable. On ne parle pas de repli comme on peut avoir avec un compte équilibré. On voit la courbe, là, elle est longue, elle est stable, il n'y a pas de grande montagne russe ici. Là aussi, avec ce type de compte-là, il faut prévoir un délai un petit peu plus long qu'un compte intérêt élevé pour avoir accès à notre argent, mais c'est relativement court. Là, on parle de 3-4 jours ouvrables. Vous avez votre dépôt dans votre compte bancaire, puis vous pouvez transiger après comme bon vous semble. Donc, tout ça pour dire qu'il y a différentes options pour vos comptes intérêts élevés, mais l'essentiel, c'est que vous en ayez un. On a vu là, justement avec la crise du COVID que c'est essentiel et c'est un élément à ne pas négliger dans votre planification. Merci, Frédéric. Alors, on comprend vraiment que c'est absolument primordial d'avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses, dépendamment de la sécurité de votre emploi. Là. Autre remarque, révélation, je devrais dire, qu'on a observé en 2020 avec nos relevés de compte, parfois entre le CRI, le REER, le régime épargne-études, le CELI, le compte comptant, puis ceux qui ont une compagnie de gestion, ce qu'on appelle communément Québec Inc., il peut y avoir des investissements aussi. On a remarqué qu'il y avait des différences de rendement. Ces différences s'expliquent comment? Bien, pour le savoir, il y a quand même de très bonnes raisons. Et le conseiller en sécurité financière et en épargne collective, Jonathan Bétérien, nous explique justement cette différence. Il y a une de mes clientes qui m'a posé la question « Pourquoi est-ce que mon CELI rapporte plus que mon REER? » Eh bien, en fait, il faut apporter une attention particulière là, au choix d'investissement qu'on va inclure dans les différents régimes, que ce soit le REER, le CELI, le CRI, ou même des comptes qui sont au comptant, parce qu'on gère l'impôt. On gère l'impôt, on pense, oui, à avoir une bonne accumulation, une bonne croissance au fil du temps, mais il faut aussi penser à lorsqu'on va sortir les fonds et puis à l'impact fiscal qu'il y aura là, à ce moment-là. Donc, il faut se rappeler d'abord qu'il y a un traitement fiscal là, entre les différents régimes, entre le REER, le CELI, le CRI, ou par exemple, un compte qui est tout simplement non enregistré. Si je fais une petite parenthèse avec, par exemple, le REER, bien,
lorsqu'on cotise au REER, on obtient une déduction et puis on arrive à reporter l'impôt jusqu'au moment où on va ressortir là, cet argent-là pour financer notre coût de vie à la retraite. Donc, très souvent, notre taux d'impôt est plus faible compte tenu que nos revenus sont aussi plus faibles au moment de la retraite. Donc, on arrive à reporter l'impôt. Contrairement au CELI où, en fait, on peut investir dans un CELI et puis les gains seront jamais imposables. On a donc une croissance à l'abri de l'impôt et puis il n'y a pas d'impôt lorsqu'on sort les sommes au fil du temps. Il y a au niveau des comptes aussi comptants, donc au niveau des comptes comptants, il faut faire attention là, à l'impact fiscal d'année en année parce qu'il n'y a pas finalement d'abri fiscal comme le REER et le CELI durant l'accumulation, mais ça nous permet aussi de sortir des revenus qui sont non imposables là, une fois à la retraite. Je parlais tantôt aussi du compte CRI. Le CRI, c'est un petit peu comme le REER. Ce sont des revenus qui sont imposables à la retraite. Donc, pour revenir à la question, pourquoi est-ce que mon CELI rapporte plus que mon REER? Bien, en fait, comme on gère l'impôt, la stratégie, c'est qu'on va inclure dans le CELI la portion la plus dynamique du portefeuille. La portion la plus dynamique pour qu'il y ait une plus forte croissance dans le CELI, compte tenu qu'on peut se verser des revenus qui vont être non imposables une fois à la retraite, contrairement au REER. Donc, au niveau du CELI ou même au niveau d'un compte comptant, là, si vous avez par exemple là, une compagnie de gestion et que vous avez des investissements, eh bien, la portion la plus dynamique pourrait aussi se retrouver là, dans les comptes comptants là, de la société de gestion. Donc, au niveau du CELI, au niveau des comptes comptants, que ce soit au particulier ou dans une société de gestion, on va inclure les actifs qui sont les plus dynamiques. Quand je parle d'actifs, là, ce sont par exemple les actions de petite capitalisation américaine, ou tous les titres qui vont toucher au secteur des innovations, un secteur qui va être, en fait, qui est et qui va être très, très prometteur là, dans les prochaines années. Au niveau du REER, du CRI, autres régimes enregistrés, eh bien, à ce moment-là, on va inclure les actifs qui sont un petit peu plus sécuritaires. Par exemple, les obligations de gouvernement, les placements en immobilier. Puis l'objectif, ben, en fait, comme on parlait un peu plus tôt, c'est d'obtenir le plus de revenus non imposables possible. Donc, à ce moment-là, une plus forte croissance dans le CELI, une plus forte croissance dans les comptes au comptant, et puis la portion la plus conservatrice là, dans les REER et les comptes enregistrés pour avoir un petit peu plus de revenus non imposables. Merci. Jonathan Bétérien, conseiller chez Major Gestion Privée. De Montréal, on retourne maintenant en Ontario, en direct d'Ottawa cette fois. On va entendre, oui, on va l'avoir, notre premier ministre Justin Trudeau. Monsieur Trudeau, la question qui brûle les lèvres de tous les invités de notre Zoom cet après-midi, comment se portent vos finances personnelles, vos rires, vos CELI? Ah, Monsieur Major, vous allez être surpris d'apprendre que je n'ai aucun REER, aucun CELI, pas de fonds de pension, ni de régime épargne-études pour mes enfants. J'ai tout investi malheureusement dans des costumes. Monsieur Major, mon portefeuille, contrairement à ma chevelure durant la pandémie, est complètement dégarni. Quand les gens me remercient pour avoir extensionné la PCU, je leur réponds « Hey, c'était pas pour vous, c'était pour moi, j'en avais vraiment besoin ». D'ailleurs, je profite de l'occasion pour annoncer d'autres mesures d'aide financière pour ceux et celles qui auraient été oubliés, comme entre autres les gens qui attendent à l'urgence pendant des heures sans même être rémunérés. C'est inhumain, ça. Eh bien, nous leur offrons la PCUU, la prestation canadienne d'urgence. Également la PCPP, la prestation canadienne pour les pickpockets. Pas évident ces jours-ci de voler quelqu'un dans ses poches à 2 mètres de distance. Les membres de la mafia également, on ne vous a pas oublié. On se dépêche à faire des mises en chantier. Tout le monde sera aidé, Monsieur Major. À part si vous êtes une graine de muffin, personne ne sera oublié dans une craque. Je dois vous laisser, Monsieur Major, vous et votre excellente équipe. Je dois aller annoncer une nouvelle mesure d'urgence. La PCUGA, la prestation canadienne pour les unijambistes gauchers et albinos. Oh, wow, wow. OK, on va revenir à nos révélations financières de l'année. Et parmi celles-ci, il y a une forte demande pour les fonds ESG. ESG pour environnement, sociale responsabilité et saine gouvernance. Le planificateur financier de l'équipe Major Yves Razafine-Drazaka nous explique pourquoi c'est une révélation. Aujourd'hui, avec cette histoire de pandémie, les investisseurs se posent encore plus de questions sur le devenir de leurs investissements et plusieurs thèmes ressortent, comme par exemple la promotion des femmes
dans les conseils d'administration. On a aujourd'hui plusieurs grandes firmes d'investissement qui ont compris l'importance d'imposer la mixité dans leur conseil d'administration et sont souvent partis d'un constat très simple. Il y a dernièrement une étude du Boston Consulting Group qui a démontré une augmentation de 10% de revenus cumulatifs sur une période de 5 ans lorsque les compagnies sont fondées ou cofondées par des femmes. Des firmes comme Fidelity, RBC ou encore BMO ont très bien compris cette thématique et l'ont intégrée dans leurs produits depuis peu. Il y a un deuxième thème qui revient vraiment en nouveauté dans l'investissement responsable, c'est la thématique sur les changements climatiques. Jusqu'à date, on a préféré exclure des compagnies qui étaient dans le pétrolier ou dans le gazier, mais maintenant, on est plus volontariste en allant chercher des compagnies qui vont fabriquer du matériel de transport en commun, des énergies renouvelables ou encore des compagnies de traitement de déchets. Donc, on ne se contente plus d'éliminer les mauvais élèves, mais on choisit uniquement les meilleurs de la classe sur ce thème précis. Et là aussi, des firmes comme AGF, McKinsey ou encore NEI ont créé des fonds plus seulement orientés ESG, avec l'environnement à l'intérieur, mais avec une orientation exclusivement vers ces compagnies. Enfin, je dirais qu'il y a une tendance aussi qui est très très forte en investissement responsable dernièrement, depuis à peu près 1 an. Des firmes comme BlackRock ou BMO ont même lancé des fonds négociés en bourse qui, avec des frais assez réduits, peuvent permettre quand même d'aller vers des indices liés aux critères ESG. Et je retiendrai particulièrement une phrase du président de BlackRock, qui s'appelle Larry Fink, qui a notamment eu cette citation dans sa lettre annuelle en janvier dernier, qui dit « Ces questions sur les changements climatiques entraînent une profonde réévaluation du risque et de la valeur des actifs. Dans un avenir proche, et plutôt que prévu, il y aura une réaffectation importante du capital. » Fin de citation. Ça veut dire qu'en fait, tous les changements climatiques qui s'opèrent vont se répercuter finalement dans les investissements et de manière plus rapide que prévu. Alors, merci Yves Razafine-Drazaka, planificateur spécialiste des questions ESG à l'équipe Major. Et ceux qui se demandent si c'est payant les fonds de type ESG, on a sous nos yeux l'indice Morgan Stanley Capital, la croissance de novembre 2009 jusqu'à tout récemment, au mois de mai 2020. Les données de juin, on va les avoir sous peu puisque le mois n'est pas encore terminé, mais les données montrent que l'indice a connu une croissance depuis 2009 à aujourd'hui, 215%. C'est énorme quand même. Et ça représente quoi annuellement? 7,6, 7,58 pour être précis. Et si on va avec des critères ESG, non seulement on ne perd pas de rendement, mais on augmente un petit peu la performance, des fois suffisamment pour absorber une partie des frais de gestion. Dans ce cas-là, c'est 7,9 ou au cumulatif, on est à 222%. Pas si mal. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Maintenant, d'Ottawa, Montréal, on s'en va à Québec. À Québec, en direct, nous allons rejoindre un autre premier ministre. Cette fois, on a le bonheur d'accueillir François Legault. Et Monsieur Legault, qu'avez-vous à dire pour rassurer les investisseurs inquiets qui sont avec nous en direct sur Zoom? Bon, là, ce que je peux leur suggérer, c'est que quand ils sont devant leur portefeuille, le masque, au lieu de le porter comme ça, ils ont juste à le porter un peu plus haut dans les yeux. Donc, c'est une petite blague pour détendre l'atmosphère. Ça va bien aller. Ça pourrait être pire. On pourrait tous être dans un CCL. CSL, CCL, chez... Ah, c'est pas de mon dire que quand tu scrapes le nom d'une place, c'est normal que tu scrapes le reste. Dans un autre ordre d'idée, j'hésite beaucoup à aider Bombardier. Surtout que les actions sont vraiment disponibles. À ce prix-là, sont en 2 pour 1 chez Dollarama. Donc, on ira les acheter là. En même temps, on va encourager les Chinois. Vous savez, au début du confinement, j'avais déclaré que la fée des dents était un service essentiel. Puis là, vu que ça a l'air de s'enligner pour plus longtemps, je déclare à l'instant que le Père Noël va être un service essentiel. Évidemment, les enfants ne pourront pas aller sur ses genoux. Il va falloir qu'ils restent à 2 mètres de distance pour y crier par la tête le liste de cadeaux. Et concernant les reines, il va falloir tester aux heures Rudolph parce que nez rouge, ça peut être un signe de fièvre. Alors, faites attention à vous, là. Bien important de mettre votre masque, hein? Ça protège et améliore beaucoup de monde. OK. Bon, on est prêt maintenant pour la prochaine révélation. Vous avez remarqué que la bourse a vraiment remonté énormément. Je comprends que c'est un peu volatile depuis une semaine et demie, mais on se pose la question, est-ce que le marché n'est pas fou après tout et peut-être que
pente, la chute qu'on a connue était peut-être trop prononcée. Ça, c'est dans le Financial Post qu'on pouvait lire ce commentaire. Mais le secret de l'investissement, c'est tout ce que ça repose sur le long terme. Les crises, cependant, engendrent des opportunités à saisir à court terme. Que faire avec ces placements lors d'une crise? Il n'y aurait que deux options possibles pour en sortir gagnant, selon le planificateur financier Jules Génier. Écoutez, c'est assez rare que je vais m'adresser aux gens pour leur parler de court terme. Vous savez, nous autres, les planificateurs financiers, on parle beaucoup de long terme, puis ça reste la base de l'investissement, c'est le long terme. Mais je vais vous parler quand même de quelque chose qui peut être approprié lorsque, justement, un événement comme la pandémie, c'est-à-dire une crise sanitaire qui nous a amené une crise financière, donc un effondrement des marchés qu'on pourrait dire temporairement, nous permet parfois d'apporter des ajustements qui peuvent être intéressants. Donc, oui, je vais prendre quelques minutes pour parler un peu de court terme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé un tableau et un graphique pour justement ramener un peu les 3 points que j'ai déjà parlé dans un podcast il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en temps de crise financière avec notre portefeuille d'investissement. Bien, selon moi, il y a 3 options. C'est-à-dire, la première, c'est le statu quo, c'est-à-dire qu'on conserve justement le portefeuille tel qu'il est et on fait confiance aux gestionnaires qui vont faire un rééquilibrage pour justement s'ajuster aux conditions du marché. On a notre deuxième option qui est un peu le pessimiste, c'est-à-dire je panique et je vends tout. Et le troisième qui est l'opportuniste, c'est-à-dire qu'il y a une discussion avec son planificateur pour voir est-ce qu'il y a des opportunités à saisir en baisse de marché importante, comme on a vécu justement au mois de mars et avril. Donc, dans le tableau, avec le graphique qui vient de l'illustrer, c'est pas très compliqué. Je pars avec un portefeuille de 100 000, 1er janvier, et puis on regarde l'évolution justement d'un portefeuille standard, un portefeuille mondial équilibré. Équilibré voulant dire que j'ai une portion d'actions, ici on parle de 55 %, et une portion obligation, 45 %. Quand les marchés s'effondrent, on parle souvent de marché boursier, c'est-à-dire les actions. Donc, c'est le 55 % qui a baissé, alors que souvent, les obligations vont avoir un effet justement de soutenir un peu plus le portefeuille, ce qui fait en sorte que le 45 % a beaucoup moins baissé ou même pas baissé du tout. Donc, à la base, si on respecte notre plan financier, on respecte justement notre portefeuille d'investissement, ça nous permet justement de garder le cap, laisser les gestionnaires faire leur travail. Donc, si les obligations n'ont pas baissé, ils vont peut-être vendre une portion des obligations pour acheter un petit peu plus d'actions pour ramener le portefeuille à 55-45. Parce que peut-être qu'à cause de la crise, on était rendu 50-50. Bon, ça va faire en sorte qu'on reste investi et ça va nous permettre de bénéficier justement de l'éventuelle hausse des marchés. Notre pessimiste, lui, il a peur. Puis, quand on est pessimiste, on voit noir, c'est-à-dire que ça baisse et ça ne va que baisser et souvent même, on pense tout perdre. Donc, lui, à un moment donné, il va tout simplement, je peux utiliser l'expression, tirer la plug, c'est-à-dire tout abandonner, vendre et dire « je me sauve avec ce qui me reste ». Le troisième, après discussion, et c'est ce que j'ai fait avec une très grande majorité de ma clientèle, c'est justement de réviser le plan, réviser la tolérance au risque du client, parce que les clients, c'est une éducation financière qu'on fait avec eux, et puis c'est de réviser avec eux, est-ce qu'on peut se permettre de diminuer davantage la portion d'obligations dans un portefeuille et d'augmenter le pourcentage d'actions. C'est-à-dire, oui, à la base, j'étais 55-45 au début, et si je me permettais, parce que j'ai le temps, je comprends mieux les marchés, je suis à l'aise avec un positionnement un petit peu plus axé en action. Et au lieu d'être 55 % action, j'augmentais mon pourcentage à 85. Alors, dans le tableau, ce qui est important de voir, c'est qu'un portefeuille mondial équilibré de base aurait baissé à son plus beau 23 mars à moins 19 %. Donc, on est à moins 19. Donc, le premier, lui, il dit, je suis réfléchi, c'est correct, je garde le cap. Le deuxième, il dit non. À un moment donné, là, il dit, si jamais ça remonte un peu, j'abandonne, et puis je vais juste tout retirer. Puis l'opportuniste, lui, se dit, moi, peut-être que je pourrais profiter de l'occasion puis ajouter des actions. Bien, vous allez voir, il y a 3 lignes, et puis la première, c'est-à-dire celle qui est en bleu, c'est justement celui qui a tout simplement gardé le cap, les gestionnaires ont fait le travail, et en date du 22 juin, malgré la baisse de 19 %, il se retrouve seulement
à moins 2 moins 1,9 ce qui est vraiment pas si mal, alors que les indices sont encore fortement en baisse. Donc, un excellent travail du portefeuille et puis des gestionnaires. Notre pessimiste, lui, il a abandonné. Il a abandonné quand? J'ai pris des valeurs simplement du 1er du mois. Fait que, ils ont tous pris leur décision, disons, le 1er avril. Et le 1er avril, le pessimiste, lui, a décidé qu'il abandonnait. Et quand il a abandonné, il n'était plus à moins 19 il s'est un peu rassuré en se disant, au moins, ça a augmenté, puis je suis rendu à moins 14. Mais il accepte de prendre une perte de moins 14 qui est encore la même valeur aujourd'hui. Fait que aujourd'hui, il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Le marché a monté, est-ce que j'embarque? Est-ce que je reste justement sur les sidelines, ses côtés? Il ne sait plus trop quoi faire. Alors que l'opportuniste, lui, écoute, il prend le temps de réfléchir avec la proposition du planificateur, connaît un peu comment fonctionnent les marchés, se sent à l'aise avec la stratégie et décide d'augmenter le 1er avril son portefeuille 85 en action. Donc, il baisse ses obligations à 15 et ça fait en sorte qu'en date du 22 juin, c'est-à-dire la même date que les deux autres, il se retrouve avec un profit de 2,2 Donc, malgré une pandémie, crise sanitaire qui amène une crise financière, des indices qui sont toujours à la baisse, ce client-là, en date du 22 juin, est en hausse de 2,2 sur l'année 2020. Ce que je trouve quand même assez extraordinaire pour une stratégie qui s'avère intéressante à court terme, mais extrapolez-la à long terme, et là, les chiffres, c'est tout à fait exponentiel et spectaculaire en termes de rendement composé. Et puis, c'est tout simplement justement une petite vitrine pour vous démontrer le genre de gestion active qu'on est capable d'apporter à l'intérieur d'un portefeuille. Oui, c'est quand même significatif parce qu'on avait là une valeur ajoutée d'à peu près 12 par rapport aux indices qui sont en repli de moins 10 au moment où on se parle depuis le début de l'année. Les grands indices, TSX au Canada, SP500, Dow Jones aux États-Unis. Un autre exemple similaire ici, qu'on a illustré il y a quelques années, et c'est un petit rappel ici, dans les opportunités à saisir, si jamais vous n'avez pas ce courage de rajouter de l'argent quand il y a des baisses, parce qu'il est bien probable qu'il y en ait d'autres, si ce n'est pas cette année, ça peut être l'année prochaine. Ici, c'est trois frères qui ont hérité chacun d'1 million de dollars en 2007, juste avant la grande crise 2008-2009. Quand ça a chuté, ça a perdu énormément de valeur et les trois frères se sont retrouvés un peu dans le pétrin puisque près de 30 de la valeur héritée se retrouvait comme ça en repli. Alors, 1 million, on passe à peu près à 700 000. Il y a Jacques qui, lui, s'est dit, c'est trop pour moi, je vais mettre tout ça dans un CPG. Et aujourd'hui, Jacques a une valeur de 780 000. Il n'a pas retrouvé son million parce que, bien sûr, les CPG ont un rendement anémique. Steve, lui, s'est dit, je vais attendre que ça se calme. Je vais me mettre sur les lignes de côté dans le marché monétaire, par exemple, et dans 1 an, je vais rentrer dans le marché. Il a manqué le gros rebond. Il est toujours millionnaire, Steve, mais il vaut 1 152 000 de plus que son capital de départ. Et Henri, celui qui a écouté son planificateur financier et qui est resté là, a bien compris que les crises, les chocs, les crashs boursiers même, c'est des événements qui sont temporaires. Henri a 1,7 million et voyez la différence avec les trois frères, c'est quand même assez spectaculaire. On se déplace maintenant en direct du village des valeurs, oui, pour retrouver le seul comptable au Québec qui, pandémie ou pas, ne se coupe les cheveux qu'une fois là. Pierre-Yves McSween, j'imagine que tu es toujours très prudent avec tes dépenses, surtout en ce moment. Fabien, si tu me trouvais gratteux avant le confinement, je te confirme que là, si je gratte plus, je suis rendu à là. Je peux d'ailleurs vous refiler 2-3 trucs là, pour économiser encore plus. Comme exemple, quand vous visitez un commerce, profitez-en pour remplir votre bouteille de Purell à l'entrée. Aussi, au lieu d'aller s'asseoir sur une terrasse, payer un drink à 10$ et plus, moi, j'arrête à SAQ, faire le plein de bouteilles, puis je remplis de vodka ma piscine au sel. Il ne reste plus qu'à sauter dedans avec une lime dans la gueule en criant « Chaudeur! » Mine de rien, pour un été, j'économise en maudit. J'ai aussi pris une assurance vie sur mon chat. Vu que notre vie, 9 fois 100 000, hein? C'est pas fou en dessous de cette touffe-là? Bon, faut que je vous laisse, faut que j'aille manger mon mets préféré. Un bon fish and cheap. J'ai bien compris, fish and cheap. OK, merci, merci. Alors, autre révélation, eh bien, la planification financière, c'est plus que des placements.
les conseillers financiers qui aident les investisseurs à accroître leur patrimoine, eh bien, plus la relation dure longtemps, plus leur placement fructifie. Et on a des statistiques intéressantes à ce sujet-là. Donc, les clients qui travaillent avec un conseiller ont plus d'actifs que ceux qui se débrouillent seuls. Et ce n'est pas uniquement à cause des bons choix d'investissement. Daniel Courtemanche, planificateur, a récemment vécu une situation qui illustre bien notre rôle. J'ai vécu récemment une situation avec un client dont la conjointe est décédée en début d'année 2019. Mais grâce aux stratégies qu'on a mises en place, le client va pouvoir économiser plus de 20 000 en impôts sur les prochaines années. Alors, je te raconte ça un petit peu, là, je te résume ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment après le décès, le conjoint survivant a transféré la somme accumulée dans le CELI de sa conjointe décédée, évidemment. C'était dans les volontés de la personne décédée. Et puis, ce qui s'est passé, il a reçu un peu plus tard une lettre de l'Agence de revenus du Canada qui disait qu'il avait trop cotisé dans son CELI. Alors, madame avait cotisé à son maximum, le compte valait environ 75 000 $. Monsieur avait aussi cotisé à son maximum, le compte valait à peu près la même chose. Alors, évidemment, quand il a fait le transfert d'un compte à l'autre, l'agence a trouvé qu'il avait cotisé vraiment en trop dans son CELI et il lui envoie une lettre, une correspondance qu'ils appellent instructive. Donc, effectivement, ils ne vont pas lui charger de pénalité, mais ils lui demandent de faire un retrait important de son compte CELI. Alors, si vous avez accumulé 75 000 $ et que vous avez des revenus de placement, disons, de 4 % par année, et puis vous êtes à un taux marginal entre 33 et 37 % d'impôts, ça fait à peu près 1 000 $ d'impôts par année que vous allez économiser. Si vous avez 60, 65 ans, on peut facilement voir qu'avec votre espérance de vie, vous allez économiser 20, 25, 30 000 $ entre le moment, maintenant et votre espérance de vie. Alors, il existe une solution, puis ça, il faut la connaître. Puis en accompagnant nos clients, on est capable de les guider, ce qui n'a pas été fait à l'époque par l'institution financière du client. Alors, il existe une façon de transférer l'accumulation du CELI du défunt, de la personne décédée, à celui du conjoint survivant, en complétant un formulaire de l'agence qui s'appelle « Désignation d'une cotisation exclue CELI ». Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en complétant le formulaire, en mettant les informations, ça fait comme une genre de cotisation spéciale. Cette cotisation-là spéciale est exclue du calcul des droits du CELI survivant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le formulaire doit être complété dans les 30 jours qui suivent le transfert. Mais comme je le disais tantôt, l'institution financière ne lui en a pas parlé. Donc, maintenant, on l'a aidé à compléter les documents et il doit envoyer une demande, une exception, là, si tu veux, une lettre qui demande une exception dans son cas. Et il semblerait qu'il y a de bonnes chances que ce soit accepté. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'avec le temps, l'accumulation dans un compte CELI peut représenter une somme très importante pour une personne ou pour un couple. Et tu sais, Fabien, il existe aussi une autre stratégie ou un autre avantage d'accumuler des sommes importantes dans un CELI. Ah oui. Tu veux savoir c'est quoi? Oui. Alors, une autre façon très, très intéressante, c'est de léguer des sommes à ses héritiers, de léguer à ses héritiers les sommes accumulées dans un compte CELI. Alors, comme l'assurance vie au décès, les montants généralement versés ne sont pas imposables, mais c'est la même chose dans le cas des comptes CELI. Alors, comme l'accumulation peut être importante au fil du temps, c'est sûr, en avançant en âge, on peut avoir des accumulations, on peut décider de se gâter, on peut décider aussi de s'en servir comme coussin de sécurité. Mais il arrive un moment, peut-être qu'au moment du décès, on a accumulé des sommes importantes et il y a moyen d'économiser donc des milliers de dollars en impôts. Puis un autre élément qui est derrière ça, c'est que même si vous avez fait votre planification en cas de décès, saviez-vous qu'il y a toujours 2 bénéficiaires invisibles sur votre testament? Effectivement, il y a toujours Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada qui se cachent entre les lignes de votre testament pour aller chercher des impôts sur différents produits d'investissement, par exemple. Donc, la solution à ça, c'est évidemment, c'est peut-être de revoir votre planification si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, que vous l'avez fait, et maintenant aussi d'être accompagné par un conseiller et donc arriver à ce que tu disais dès le départ, donc accumuler plus de sous
être accompagné et avoir un conseiller professionnel, ben, ça nous permet d'accumuler un patrimoine plus important. Et les études, c'est ce qu'ils ont démontré. Merci, merci Daniel. Oui, c'est plus que des placements. Les conseillers apportent une valeur mesurable. L'étude, la principale, celle de Cyrano de 2016, a démontré que les ménages qui recevaient des conseils accumulaient 290 ou 3,9 fois plus d'actifs après 15 ans que les ménages comparables ne recevant pas de conseils. C'est quand même une différence accrue. Puis, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça va aussi pour les moins bien nantis? Là, les résultats sont encore plus révélateurs. On voit que ça rejoint toutes les couches de la société, le conseil financier. Un plan, la paix d'esprit. Oui, c'est une révélation, ça, parce que pour nous en parler, on considère que les scénarios positifs et négatifs qui sont tenus compte dans un plan financier, ça apporte la paix d'esprit. C'est le planificateur Martin Jalbert qui nous explique son point de vue à ce sujet. Puis, si tu me permets, Fabien, je commençais par une statistique. En fait, c'est un sondage qui a été publié en 2015, mais qui est toujours d'actualité, publié par Son Desjardins. Qui révélait principalement que 93 des Québécois qui avaient un plan financier par écrit se sentaient mieux outillés pour atteindre leurs objectifs financiers. Ce qui est paradoxal à ça, c'est que seulement 16 des Québécois ont un plan financier par écrit, ce qui est assez révélateur. Mais je te dirais que ce qui me surprend encore le plus, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui ont des patrimoines financiers très importants. Et qui ne sont pas nécessairement bien organisés dans leurs finances. Et puis, on décèle souvent plusieurs déficiences qui, tôt ou tard, pourraient avoir des conséquences coûteuses si ils n'en apportent pas une attention particulière. Puis pourtant, il existe des méthodes simples et efficaces dans les principales étapes du cheminement de la vie. C'est que pour créer de la richesse et puis la conserver tout au long de sa vie, c'est qu'on appelle identifier, accumuler, sécuriser, décaisser et distribuer, évidemment, le patrimoine à la fin de notre vie, parce qu'un jour, ça va arriver à la fin de notre vie. Donc, ce qui fait que pour être capable d'organiser ça, ça fonctionne comment, cette affaire-là? C'est qu'on appelle ça une planification financière. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est faire l'inventaire de toute la situation, prendre en compte toutes ce qu'on appelle les préoccupations et les objectifs des gens. Ensuite, l'analyse, ça c'est drôlement important parce que pour regarder le budget et le coût de vie, la fiscalité, les impôts, planifier la retraite, planifier la stratégie des investissements, planifier la stratégie de décaissement quand on est à la retraite, la gestion de la dette, les études des enfants, la sécurité financière, je dirais aussi la succession et la planification testamentaire. Et j'en passe encore. Il y a aussi, il faut faire ressortir toutes les déficiences de la situation des gens. Organiser le désordre, préparer des scénarios, différents scénarios et des recommandations pour finalement arriver avec un plan financier, la présentation du plan financier et le plan de match. C'est ça la démarche. Et en résumé, là, c'est simple, c'est comme si on prend une photo de la situation financière des gens actuels pour préparer et organiser la photo du futur, à quoi les gens veulent ressembler dans, je dirais, dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Pour moi, c'est plus simple que ça. Mais évidemment, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, on dit bien. Il arrive parfois, entre-temps, que les gens vivent des situations difficiles financières, mais aussi des situations importantes qui arrivent comme collectivement, comme des récessions, des crises financières qu'on a connues en 2008-2009, puis tout récemment, on est toujours dedans, dans une pandémie. Et évidemment, une pandémie comme on vit là, il y a beaucoup de tapage médiatique présentement et ça crée énormément d'incertitudes et de peur dans la population. C'est là que le plan financier joue son rôle extrêmement important, ce qui permet de sécuriser les gens et aussi pour eux de vivre ça calmement. Alors c'est là que pour moi, qui est un constat très, très fort que j'ai constaté dans les dernières semaines, autant comme en 2008-2009 lors de la crise financière, que pour les gens qui détenaient un plan financier, dans notre clientèle qui avait un plan financier comme ça. Alors pour moi, le plan, c'est un outil extrêmement puissant pour construire un patrimoine de guerre parce qu'il nous a permis de valider, en fait de tester
différents scénarios, autant dans des situations positives que négatives, pour s'assurer que le plan tienne la route. Puis la preuve de ça, c'est que récemment, j'ai eu un couple de clients qui m'ont partagé, en fait, ils avaient mis en place un plan financier il y a quelques mois. Puis on s'est reparlé récemment, suite à la mise en place de leur plan financier, qui disait qu'une des plus belles décisions qu'ils ont prises au cours de leur vie, c'est la mise en place d'un plan financier. Je vous ai demandé pourquoi. Mais parce que ça leur procurait un sentiment de liberté. Et pour moi, c'était toute une révélation. Alors, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui fait que, pour moi, en conclusion, en fait, ce qu'on dit, qu'il y a une expression qui dit toujours « pas d'audace, pas de succès ». Mais pour moi, sans plan financier, c'est laisser entre vos mains le hasard déterminer votre situation financière. Donc, si vous recherchez la liberté financière, investissez dans ce qui est le plus important, vous et votre avenir. Merci, Martin, c'est bien dit. Alors, tester les extrêmes, comment ça se fait dans un plan financier, c'est qu'avec une simulation mathématique, on utilise la simulation Monte-Carlo. On fait arriver, si vous avez par exemple un taux moyen de rendement de 4-5 % dans votre plan, on fait arriver 1000 situations différentes, 1000 randomisés, des rendements de moins 30, moins 15, plus 20, plus 27, 3, 0. Et ces 1000 situations-là deviennent finalement, lorsque le plan fonctionne, non pas une certitude, mais en fait, ça donne de très, très bonnes chances de réussite. Et ça, on va le quantifier. Vous allez le voir par écrit sur votre plan. Ceux qui l'ont remarqué, il y a une note sur 100. Alors, si on a 100, ça veut dire 100% de chances de réussite, de probabilité de réussite du plan. Autre révélation, étions-nous préparés à la pandémie? Pour le savoir, nous allons chez Signature Gestion mondiale d'actifs à Toronto rencontrer un des gestionnaires, un des stratèges de l'équipe, le CFA, analyste financier agréé. Jean-Philippe Bry nous fait le bonheur d'être avec nous et de nous parler de sa révélation. Je vais répondre en deux temps. La première chose, je pense, c'est que on a vu à quel point on était peu préparé. Je parle des pays de l'Ouest en particulier, mais de façon générale, on était peu préparé pour cette pandémie. Tandis que beaucoup, enfin certains plutôt, avaient parlé de cette possibilité. Et il est clair qu'il y en aura d'autres à l'avenir et que je pense qu'il va y avoir des investissements très importants de fait pour qu'on puisse mieux adresser la pandémie ou les pandémies futures, c'est-à-dire d'investir davantage dans la santé, dans les infrastructures de la santé et marier aussi avec ça la technologie pour justement amener une meilleure réponse et une réponse plus adaptée que nous avons connue parce qu'on a, pour la première fois de l'histoire, il faut le dire, arrêté soudainement une économie, ce qui a des coûts importants. Et donc ici, il y aura un coût supplémentaire, bien entendu, à avoir, mais que ça sera une genre d'assurance, une assurance pour que justement le coût éventuel d'une autre pandémie ne soit pas aussi important. La deuxième chose, et je n'ai pas énormément de temps, mais je pense que c'est pas tant une révélation qu'une confirmation que nous a apporté cette pandémie. En quelque sorte, le fait, on a une accélération de la situation qu'on a connue depuis la crise financière de 2008-2009. Ça veut dire que les taux bas, l'assouplissement quantitatif, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes dans une situation de permanence, en tout cas jusqu'à un certain point, et ça je vais essayer de l'adresser, mais en tout cas dans le sens où on a un taux d'endettement qui ne cesse d'augmenter. Les programmes sociaux qu'on a apportés, qui ont été essentiels pour adresser cette pandémie à cause du coût financier que ça a causé avec l'arrêt immédiat de l'économie, que ce soit pour les entreprises comme pour les individus, avoir un coût de la dette, un coût pour le système en général. Et ce coût va être très, très difficile à rembourser parce que les autorités n'ont pas la capacité d'augmenter sensiblement les impôts sans que ça ait un impact économique. Mais l'impact d'avoir encore des taux d'endettement de façon générale encore plus élevés fait en sorte que les taux vont rester bas. Les conséquences sont que la croissance économique potentielle va rester assez bas, que la productivité dans l'ensemble va rester relativement basse aussi. Et donc, nous sommes dans une situation où politiquement, nous sommes en train d'exacerber en quelque sorte l'écart entre les riches
qui ont généralement des actifs et qui peuvent profiter de cette situation. Et on le voit dans la bourse, on voit que les actifs financiers ont bien rebondi après avoir été quasiment décimés pendant quelques semaines, mais aussi pour ceux qui n'ont pas d'actifs. C'est-à-dire que l'écart entre les riches et les pauvres risque de se creuser, ce qui risque justement de continuer à mettre de la pression politique pour adresser cet écart. Et donc, on est dans un rythme aujourd'hui où on va continuer à agir sur l'assouplissement quantitatif, en rajouter, maintenant les taux très courts, pour essayer d'adresser ces problèmes sociaux qui sont quelque part de l'autre côté exacerbés par les méthodes qu'on est en train de produire. On va arriver à un moment donné où tout ça va potentiellement éclater. Je ne peux pas vous dire quand, mais on voit aux États-Unis, c'est ceux qui sont maintenant assez en avance parce qu'il y a d'autres faits sociaux qui sont en train de se produire qui font en sorte qu'on est dans une situation assez compliquée. Donc, je suis à 4 minutes, je vous laisse. Je suis très content de creuser ces questions-là, mais je vous laisse avec ça. Merci Jean-Philippe Bry. Et puis, on va continuer un peu. On parlait de la richesse et puis peut-être les déséquilibres. Eh bien, on sait qu'un de nos ennemis à tous, c'est l'inflation. Mais pour combattre l'inflation, il y a 3 possibilités. On peut être un propriétaire de ses actifs, on peut être locataire ou on peut être carrément sans logis. Tout ça pour se prémunir de l'inflation. Je m'explique. Quand vous avez des actions, vous êtes un propriétaire, que ce soit par le biais d'un FNB, d'un fonds commun, vous êtes propriétaire de Microsoft, vous êtes propriétaire de Google, vous êtes propriétaire de la Banque Royale. Si vous avez des obligations d'État, des obligations de gouvernement, vous avez loué vos capitaux en échange d'un taux d'intérêt. Mais ce n'est que le taux d'intérêt que vous avez en retour et vous n'avez pas un accroissement puisque vous avez prêté votre argent et on vous le remet tout simplement à l'échéance. Quand on a de la liquidité comme les certificats de dépôt, marché monétaire, un compte de banque, on est sans abri face à l'inflation. Et voici la petite démonstration. Vous avez à gauche les actions sur une période de 10 ans. Bien, les actions, c'est proprio, c'est le bleu foncé. Vous avez sur 10 ans un rendement après inflation, c'est ce qu'on appelle un rendement réel, d'environ 6 %. En ce qui concerne le locataire, si on a investi dans les obligations, on a un rendement après inflation d'environ 4, 4,5. Et si vous avez eu un CPG après inflation, vous êtes dans le négatif. Même après 20 ans, on demeure dans le négatif. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable là-dedans. On est un peu condamné, il y a de la volatilité, mais on est un peu condamné comme avec son logis, en étant propriétaire. On fait un peu de l'épargne forcée, mais c'est la même chose avec les actions. Pensez à ça, ces 3 états de la richesse. Si vous voulez être face à l'inflation, être un propriétaire, être un locataire ou être un sans-logis. Autre élément ici pour vous montrer que le défi, il est là, c'est l'inflation. 100 $ investis à la fin de 1925, eh bien, dans les actions, ça a une valeur de 39 647, donc près de 40 000 $. Dans les obligations d'État, 1037, et si vous avez laissé ça tout simplement à liquidité, c'est 150 $. Mais le coût de la vie, lui, il a augmenté. Un 100 $ de 1925, j'ai testé hier sur la feuille de calcul de l'inflation de la Banque du Canada. En 2020, ça correspond à 1 512,22 $. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est sans logis avec la liquidité parce qu'on s'est vraiment fait avoir compte tenu que le coût de la vie a énormément augmenté. Alors maintenant, en direct de chez Harley-Davidson, Montréal, on rejoint la co-chef de Québec solidaire. Nous allons lui demander une question de gestion de matrimoine. Bonjour, Madame Massé. Avez-vous ça des actions en bourse, vous? Monsieur Major, je suis désolé de vous apprendre que ni moi, ni aucun membre de Québec solidaire allons investir des économies dans des entreprises exploitrices sans scrupules. Moi, ce que j'investis, c'est mon temps dans des organismes écologiques, comme présentement dans un jardin communautaire auquel participent d'autres citoyens d'ailleurs, que je salue, peut-être qu'ils écoutent, Pitbull Gingras, Marteau Pelletier, ainsi que Gonaclou Rodrigue. Très généreux. Pas plus tard qu'en fin de semaine, ils m'ont donné un beau manteau de cuir
Et contrairement à des ministres que j'ai croisés, eux, on peut dire que c'est les pogos les plus gelés de la boîte. Juste vous dire, M. Major, j'ai pas investi une scène dans ce jardin-là et j'ai jamais eu autant de rendement. Il n'y a pas grand compagnie capitaliste qui te donne ça. Je vous laisse, je m'en vais relaxer à mon écurie, prendre soin de ma licorne. Je lui amène des petits Tupperman que j'ai cueillis moi-même dans un arbre avec des lutins. Merci beaucoup. Alors, c'était François Maranda qui a agrémenté notre présentation d'aujourd'hui. François est vedette d'un spectacle Corbeil et Maranda. Bien sûr, les présentations ont été suspendues, mais ça reprend bientôt. Et si vous êtes propriétaire de billets, si vous achetez des billets pour aller voir François Maranda, vous allez avoir une exclusivité, c'est-à-dire un spectacle livré chez vous sans contact, très exclusif avec les vedettes que vous voyez là, Michel Courtemanche, Anne Casabonne, Luc Sené et son partenaire Jean-Marie Corbeil. Corbeil-Maranda, vous allez sur le site corbeilmaranda.ca et vous pouvez vous procurer des billets. Mais ceux qui ont assisté à la présentation d'aujourd'hui, nous allons en faire tirer et c'est très simple. Il faut écrire à votre conseiller planificateur financier de l'équipe Major Gestion Privée et nous donner la bonne réponse à la question suivante. Nommez 3 imitations qu'a fait dans la présentation Les 10 révélations de 2020, François Maranda. Je veux le nom de 3 personnages qu'il a imités. 3 personnages, vous écrivez ça par courriel et vous envoyez votre réponse à votre conseiller planificateur, votre conseillère de l'équipe Major Gestion Privée et on va faire un tirage dans les prochaines heures. Merci beaucoup de votre présence. Ça a été très agréable et n'oubliez pas, les conseillers planificateurs de l'équipe Major Gestion Privée, ils sont là pour répondre à toutes vos questions et vous rassurer et vous inviter aussi à toujours vous servir de la pensée lente, celle qui nous permet d'analyser pour arriver finalement à rejoindre nos objectifs. Merci à tous et bonne fin de journée.